Donc, ce soir, nous sommes ici pour parler agriculture et numérique. Donc c'est vrai que les agriculteurs ont été dans l'actualité récemment ces dernières semaines, encore aujourd'hui. Henri Louvigny nous dira s'il était à Bierzet aujourd'hui ou pas. Nous avons donc l'envie de nous pencher sur ce secteur aussi particulier qu'essentiel, évidemment, en se posant la question fondamentale de sa transformation digitale. Et donc pour en parler, donc j'accueille tout d'abord Henri Louvigny. Vous êtes agriculteur et informaticien. Vous êtes à la tête d'un élevage de 150 bovins limousins en agriculture bio en Ardennes. C'est bien cela. Vous êtes passionné par la terre et la technologie, ce qui fait aussi que vous êtes le fondateur et le gérant de Léa, une société d'informatique agricole. Et vous êtes également consultant digital pour la foire de Libramont. J'espère que ces informations sont correctes. Tout à fait. Bienvenue. J'accueille ensuite Léonard Théron. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le CIO de Rumexpert. C'est un bureau de consultance en médecine vétérinaire. Alors vous êtes passionné d'élevage, vous avez réalisé une licence en biologie moléculaire à Paris, vous avez obtenu votre diplôme de docteur en médecine vétérinaire à Liège et vous avez 10 ans de recherche, d'expérience dans recherche sur la mamite bovine à votre actif et vous vous intéressez aux interactions entre les choix zootechniques et la santé des animaux. Eh bien, bienvenue à vous aussi. Merci. Philippe Jacques, vous êtes professeur de microbiologie à Jean Blou. Vous êtes spécialiste du domaine des biopesticides. Vous êtes l'un des fondateurs de la société Lipofabrique et aussi le président du centre de recherche Terra. Vous aurez l'occasion de nous en parler, qui regroupe actuellement environ 75 enseignants-chercheurs et plus d'une centaine de doctorants et de post-doctorants. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, Viviane Planchon, vous êtes docteur de formation en sciences agronomiques et ingénierie biologique, avec une expertise en statistique et analyse de données. Et alors au Centre Wallon de recherche agronomique, vous êtes la directrice scientifique de l'unité agriculture, territoire et intégration technologique. Et avec votre équipe, vous menez notamment des recherches dans le domaine de l'observation de la terre et de l'agrométéorologie. Voilà. Eh bien, les présentations sont faites et je vous propose tout de suite alors de commencer ce débat avec eh bien une première question pour vous, Henri. Depuis plusieurs années déjà, vous ne pratiquez plus l'élevage, mais le co-élevage. C'est un terme que vous pouvez peut-être nous expliquer le concept du co-élevage. Oui, en fait, c'est hérité un peu du développement dans le secteur numérique, c'est-à-dire qu'on va développer un logiciel, ensuite on va le faire tester par les utilisateurs, on va prendre les retours et puis on va modifier le logiciel pour l'améliorer, on va faire des cycles comme ça. Le co-élevage, c'était un peu le même principe, c'était on élève des animaux, on les nourrit d'une telle manière, on vend les colis, les gens mangent notre viande et après, ça ne s'arrête pas, on leur demande leur avis et puis on récolte les avis et on les utilise pour améliorer notre élevage également, quoi. Donc dans cette partie-là, les deux ont une interaction entre le consommateur et l'éleveur. C'est pas juste nous qui fournissons des choses au consommateur qui n'a qu'à les manger, mais on attend aussi d'avoir des retours du consommateur pour savoir ce qu'il cherche, que ce soit au niveau de la durabilité de l'exploitation ou du goût du morceau de steak. Et on essaye de s'améliorer tant que c'est possible. Et donc une façon de se démarquer par rapport à la grande distribution qui ne permet pas justement d'avoir ce genre de Ouais, exactement. retour. C'est au moment où on a fait de la vente directe qu'on a développé ce principe-là. Mais c'était parce qu'on était déçus du modèle où on travaillait pour la grande distribution, où elle venait chercher nos animaux. Ensuite, on n'avait aucun contact, si ce n'est le paiement des animaux sur notre compte. Nos voisins ne savaient pas que c'était notre viande qui pouvait se retrouver dans le rayon du supermarché à Libramont ou à Bastogne ou à Liège, quoi. Et donc, vous parliez dans le logiciel, mais il y a aussi les réseaux sociaux, forcément, qui peuvent aider à avoir un contact direct avec les consommateurs. Oui, je trouve que dans le domaine de l'informatique, le principal outil pour les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux et c'est la possibilité pour eux de s'exprimer vis-à-vis de la terre entière, gratuitement, où ils peuvent facilement faire des photos, des vidéos, donner leur avis, partager leur quotidien. Et les gens, les consommateurs, toutes les personnes sont très, je trouve très enthousiastes de ce qu'on leur partage. Moi, sur notre page, on est 10 000, il y a 10 000 personnes qui suivent. J'ai eu une vidéo fin de l'année qui a fait plus d'1 million de vues pour un vélage de vaches. Alors pour moi, ça me paraît incroyable, mais c'est vrai que qui assiste encore à un vélage d'une vache à l'heure actuelle?
Donc voilà, ça a fait le tour de la France, de plein de pays. Mais c'est gai, c'est valorisant pour nous. Les gens sont souvent positifs en retour, donc c'est gai. Très bien, super. On va pouvoir effectivement continuer à discuter d'autres éléments que les réseaux sociaux, puisque l'agriculture numérique dépasse aussi cette question-là. Philippe Jacques, je me retourne vers vous. J'ai dit, vous êtes président de Terra. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre on peut appeler ça un centre de recherche? Oui, c'est un centre de recherche. C'est en fait l'unique unité de recherche de la faculté d'agronomie de Jean Blou, donc on appelle Jean Blou Agrobiotech dans notre langage, qui est donc la faculté agronomique de l'Université de Liège, qui rassemble donc en fait 650 personnes à peu près maintenant. En fait, il y a 350 doctorants qui viennent de toute une série de pays du monde. Et on y travaille évidemment toutes les dimensions qui sont en relation avec ce qu'on appelle l'ingénierie biologique appliquée à l'agriculture, à l'agroalimentaire, à la foresterie et à l'environnement. Et donc dans ce cadre, je ne suis pas nécessairement ici rien que comme président de Terra, mais je suis aussi responsable d'un nouveau réseau qu'on a mis en place qui s'appelle l'initiative d'innovation stratégique DigiBiocontrol. Et cette initiative elle a justement pour vocation de mettre en contact le monde du numérique avec le monde du biocontrôle. Alors qu'est-ce que c'est le monde du biocontrôle? C'est le monde des entreprises et des chercheurs qui essayent de mettre au point de nouveaux biopesticides, de nouveaux biostimulants, de nouveaux produits en fait pour diminuer l'utilisation des pesticides de synthèse aujourd'hui dans le monde agricole. Et notre idée, c'est que justement, le numérique pourrait apporter pas mal de choses pour faire percer des produits qui aujourd'hui ont parfois du mal à percer parce que, par exemple, leur coût est beaucoup plus élevé. Donc, si on pouvait diminuer les doses à utiliser, ce serait plus acceptable pour l'agriculteur. Et comment diminuer les doses? Notamment en maîtrisant le moment, le lieu et la dose qu'il faut mettre au champ, quoi. Et donc pour ça, il faut à la fois avoir des outils qu'on appelle des OAD, des outils d'aide à la décision qui apportent toute une série de données qui permettent de mieux comprendre à quel moment la maladie risque ou le prédateur risque d'être présent. Il faut avoir des capteurs éventuellement qui détectent le prédateur. Et il faut aussi peut-être des robots qui permettent d'aller distribuer le produit au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose. Très bien. On va revenir sur ces robots dans le monde de l'agriculture, aussi sur toutes les données. Viviane Planchon, je me tourne vers vous. En off, on parlait juste avant sur la digitalisation qui touche tous les secteurs, celui de l'agriculture, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement. C'est pas le premier secteur auquel on pense. Donc, est-ce que pour vous c'est un secteur au même titre que les autres dans la manière dont il est touché, impacté par la digitalisation, ou est-ce qu'il y a quand même des spécificités qui font que le secteur de l'agriculture reste très particulier par rapport à la digitalisation? Il y a pas mal d'opérations culturelles qui sont à réaliser par les agriculteurs et les éleveurs, et ils ont besoin d'informations. Avant, les exploitations étaient plus petites, donc ils connaissaient bien leur exploitation. Maintenant, les exploitations sont beaucoup plus grandes. Et c'est intéressant pour eux d'avoir soit une carte de sol ou d'avoir des informations sur les sols ou sur la météo, les prévisions météo pour intégrer dans des avertissements agricoles pour savoir s'il y a des risques de mildiou ou des risques d'autres maladies ou de ravageurs sur leur culture. Et comme le disait monsieur, est-ce qu'il faut apporter un produit phyto ou pas? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, quoi. Et ce qui permet aussi donc de rationaliser l'utilisation, d'avoir de la prise de décision éclairée grâce au digital. C'est de ça aussi qu'on parle alors. Et on parle d'agriculture de précision. Très bien, merci. Léonard, je me tourne vers vous. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre la parole. Donc c'est en 2020 que vous avez créé, ou que la société, je ne sais pas si vous êtes le co-créateur, le fondateur de Rumexpert, qui allie justement différents types de données. On vient un peu de mentionner la chose. Donc c'est des données d'élevage, liées à la rentabilité et la prédiction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en fait un peu les services que vous offrez aux agriculteurs et quel rôle le numérique joue dans cette proposition de valeur? En réalité, nous, on s'est intéressé à la structure du métier d'agriculteur d'aujourd'hui, qui est un métier très connecté, au sens où, comme dans beaucoup de nouvelles entreprises, l'agriculteur est le décisionnaire, mais il est entouré de conseillers qui surveillent des données spécialisées.
Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de permettre à l'ensemble de la communauté des professionnels qui entourent l'agriculteur de disposer d'outils qui leur permettent de prendre des décisions beaucoup plus précises, beaucoup plus précoces. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en intégrant des données suffisamment précocement, on pouvait anticiper d'une vingtaine de jours le décisionnel habituel à la ferme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'agriculteur, anticiper des variations. Nous, on s'intéresse surtout à l'élevage. C'est d'anticiper des variations qui potentiellement vont mettre les animaux malades. Voilà. Et quand un animal est malade, il va lui falloir 3 à 4 mois pour récupérer. Quand on intervient très précocement, avec une vingtaine de jours d'avance par rapport à l'habitude, on peut régler des problèmes en l'espace d'une semaine, 10 jours. Et ça permet aussi de prédire finalement la rentabilité. Et aujourd'hui, on s'intéresse aussi à l'impact carbone de l'ensemble des gestes, parce que les agriculteurs, en fait, sont les gestionnaires du plus grand puits de carbone que l'humanité ait à sa disposition. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que si on peut les aider à favoriser justement des dynamiques de stockage, eh bien, on peut le faire dans un cadre qui pousse pas nécessairement à la performance, mais qui pousse à ce qu'on appelle la multiperformance en agriculture, c'est-à-dire le fait d'être à la fois économiquement rentable, au niveau de la biodiversité respectant, et pour socialement avoir un lien quand même avec ses encadrants et toute la communauté qui l'entoure. Et donc je reviens sur quelque chose que vous avez dit, finalement, c'est que l'agriculteur ne va pas percevoir suffisamment rapidement des choses que vos outils peuvent finalement, puisque vous parlez d'anticiper les choses 20 jours avant que ça ne se déclare, si je puis dire. Henri, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous sentez que le digital pourrait vous faire voir des choses, par exemple dans la santé de votre bétail, que vous n'avez pas pu percevoir alors que vous connaissez, vous êtes, je veux dire, dans le métier. Est-ce que vous pourriez faire confiance à cette technologie qui va... Il y a un exemple très simple, c'est la température corporelle de la vache. La vache, c'est comme nous, quand la température est trop basse, c'est qu'il se passe quelque chose, mais on peut pas prendre tous les matins, tous les soirs la température de la vache. Donc un petit appareil qui nous enverrait un moment quand la température est trop basse ou trop haute par rapport à sa moyenne, simplement, ce serait vachement intéressant, parce que nous, on va le voir plutôt 3-4 jours après, quand elle aura d'autres signes de son problème, mais plus tôt on le sait, mieux on peut traiter le problème, quoi. Très bien. Selon certaines études aussi, on voit, bon, ça a évolué sans doute de par là, mais le digital est souvent vu aussi comme une aide sur toutes les tâches plutôt bureautiques, administratives. Ici, on parle d'outils vraiment très précis, sur le terrain, on va dire. Est-ce qu'il y a encore cette distinction ou ce retard, parce que vous êtes sans doute l'un des fers de lance, ou en tout cas vraiment peut-être une ferme exemplaire dans le sens où vous mobilisez énormément d'outils digitaux, mais dans l'ensemble, est-ce que vous avez l'impression que on a comblé un peu ce retard, ou que la majorité des agriculteurs, utilisent le digital pour effectivement des activités plutôt de type bureautique ou les réseaux sociaux, mais pas nécessairement avec les outils dont on vient par exemple de mentionner ici l'exemple? Je pense qu'ils utilisent les outils bureautiques parce qu'ils le sont obligés souvent, parce qu'ils doivent rendre des comptes, ils doivent faire des déclarations, et donc l'essor de ces outils a été fait grâce à l'obligation, tandis que les outils d'alerte, les objets connectés, les choses comme ça, ils le font parce qu'ils voient l'intérêt économique ou de facilité de vie. Donc c'est vrai que c'est un peu deux mondes différents. Dans un cas, dans le premier cas, on a des outils qui n'ont pas beaucoup évolué et qui sont encore très contraignants et où il faut passer beaucoup de temps et personne n'aime ça. Dans l'autre cas, on a une innovation avec toutes les nouvelles technologies, les objets connectés, l'intelligence artificielle et ainsi de suite, où là, on se dit qu'il y a vraiment plein de choses à faire, mais il faut encore que ce soit adapté au terrain et au métier, quoi. Mais c'est vrai que c'est l'une des revendications des agriculteurs aujourd'hui. Quand on parle de simplification administrative, on sent bien cette surcharge de paperasserie. Est-ce que là, le numérique n'est quand même pas aussi une solution, ou est-ce que c'est plutôt des freins parce que le numérique appelle à plus justement comment est-ce que vous voyez cette perception? Moi, je crois que ça peut amener une grande simplification administrative quand un logiciel peut donner une intelligence artificielle peut donner des conseils qui sont plus basés sur 1, 2, 3 données, mais sur des millions, où on va croiser la météo avec ce qui se passe dans les fermes aux alentours et les données économiques de la ferme et ainsi de suite. On va avoir des informations plus pertinentes. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, et les agriculteurs
seront partants quand ce sera au point et quand ce sera facile à utiliser, quoi. Très bien. Philippe, est-ce qu'il y a d'autres exemples que l'on pourrait donner pour les personnes qui ne sont pas nécessairement dans le secteur agricole sur des outils d'aide à la prise de décision? On a senti ici, voilà, un premier exemple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments où on peut se dire, mais le digital, c'est cela aussi? Oui, on peut imaginer que le digital permet une économie de temps aussi. Quand on veut aller checker, par exemple, la présence d'une maladie au champ ou qu'on veut aller vérifier si un prédateur est présent. Aujourd'hui, j'étais il y a pas longtemps là en discussion avec des collègues qui mettre des pièges à insectes pour aller voir si un insecte prédateur est dans le champ. Aujourd'hui, la plupart du temps, il faut aller visionner régulièrement ces pièges pour vérifier si... Alors on parle maintenant, par exemple, d'un piège connecté où on pourrait aller rechercher l'information directement et avoir tout de suite l'information, attention, là il y a un danger, il va falloir traiter, il va falloir intervenir, quoi. Donc là, je pense qu'il y a toute une mécanique qui doit se mettre en place. Comme vous le disiez, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit opérationnel sur le terrain, que ce soit pas trop coûteux aussi, hein, parce que la plupart de ces équipements aujourd'hui sont encore très coûteux. Mais on sent bien que là, il y a toute une dimension que l'on va pouvoir développer qui va permettre de faciliter la vie à l'agriculteur, quoi, parce qu'il aura finalement un certain nombre d'informations qui seront délivrées facilement et qui lui permettront d'intervenir au bon moment. Parce que finalement, la façon dont l'agriculteur, on a facilité la vie de l'agriculteur pendant les 60 ou 70 années précédentes, c'est en lui donnant des outils qui met un peu systématiquement, quoi. Aujourd'hui, quand on pense aux pesticides, on n'a plus envie de faire des traitements toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quoi. Il faut plutôt réduire leur utilisation. Il faut le faire de façon ciblée. Et là, on peut avoir une multitude d'outils qui viennent du numérique qui aident à faire ça, quoi, hein, clairement, quoi. Alors, je rebondis sur cette multitude d'outils parce que, en préparant cette soirée débat, Viviane, vous nous parlez aussi du problème de l'interopérabilité, de la multitude des outils et de la difficulté à faire le bon choix. Est-ce que vous pouvez un peu rebondir là-dessus? En fait, il y a énormément d'outils qui existent et qui sont sur le marché ou qui sont gratuits ici en Wallonie et en France, etc. Ce qui fait, c'est que ces outils ne communiquent pas forcément entre eux. Donc l'agriculteur, à la limite, doit à chaque fois utiliser l'outil, s'inscrire, introduire ses données personnelles, son numéro d'exploitation, etc. Et s'il veut passer à un autre outil, il doit recommencer, un autre, il doit recommencer. À la fin, il n'a pas envie de le faire. Donc vraiment, l'idée, et on travaille beaucoup sur ce genre de choses actuellement, c'est d'avoir des systèmes qui permettent de communiquer entre eux. De communiquer entre eux, c'est un mot qui n'est pas facile à dire. Et donc, ça permettrait vraiment de faire gagner beaucoup de temps aux agriculteurs. Et également, ça leur donnerait envie d'aller les utiliser, parce qu'avec une telle complexité, ça ne les aide pas, que du contraire. Bien, mais j'ai envie de faire réagir alors Léonard là-dessus, est-ce que vous avez pensé, vous, je pense que vous avez un logiciel, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Salva, c'est juste. Est-ce que vous avez pensé à cette interopérabilité et au fait de pouvoir, tiens, vous êtes peut-être sur une niche, mais il y a d'autres outils, est-ce qu'il y a cette possibilité justement d'avoir cette communication entre outils? Nous, en fait, on l'a expérimenté dans le dur, puisque l'interopérabilité, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on a déjà essayé de connecter toutes les bases de données qui étaient à notre disposition en Wallonie pour faire un projet pilote qui était soutenable. Et on s'est heurté à plein de complexités, c'est-à-dire que la donnée des agriculteurs, c'est une donnée à caractère personnel, hein, parce que c'est donc on peut pas en faire ce qu'on veut. Et donc il fallait déjà gérer des systèmes de consentement centralisés et qui commencent au niveau de la Wallonie à être vus comme une ambition, je vais dire régionale, avec le programme WalliSmart. Et on a été un des premiers OAD en fait à se connecter sur cette base de données centralisée, ou en tous les cas sur ce système centralisé de gestion des données. Et en fait, se cache dans ces données énormément d'informations méta. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, quand vous mettez des systèmes d'intelligence artificielle ou d'algorithmique complexes et que vous pouvez surveiller des bases de données immenses, vous prenez des décisions qui sont plus précises sans rien changer au secteur. C'est-à-dire que vous prenez simplement les données et vous les processez plus rapidement, plus efficacement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'intérêt de cette donnée, elle n'a pas qu'un intérêt pour elle-même, pour l'agriculteur, elle a aussi un intérêt dans son partage. Et la complexité aujourd'hui, c'est à la fois de réunir les outils, mais aussi de réunir les professionnels autour de la thématique. Et de la même façon que vous faites confiance peut-être à un comptable pour gérer vos écritures,
il faut se dire que l'agriculteur, c'est un professionnel à la tête d'une grosse entreprise, quand même, la plupart du temps, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette entreprise, c'est des grandes entreprises. Et ils ont tout un tas de conseillers. Un conseiller en prévention phytosanitaire, comme le rappelait M. Jacques, un conseiller météo, un conseiller en implantation, en plantation, etc. Et puis un vétérinaire, et puis un technicien génétique. Tous ces gens-là ont besoin de parler, en fait. Et souvent, ce qui se passe dans les fermes, c'est que chacun vient d'un côté. Donc nous, notre ambition, c'était de dire, on peut faire une plateforme dans laquelle les gens ont une vision transparente sur un segment qui les intéresse, mais ils peuvent interagir avec les autres. Et donc on croit beaucoup à la communauté de personnes, hein, donc il n'y a pas que la technologie dans cette histoire, il y a aussi une communauté de personnes qui est importante, et je pense d'ailleurs que si on pousse un peu le raisonnement plus loin, il ne faudrait pas que la technologie vienne simplement en appui d'un manque de RH dans le futur, parce que le renouvellement des générations ne se fera pas avec des machines. Ou des outils. Mais je reviens quand même un peu à ma question, c'est-à-dire que vous proposez quand même un outil, un logiciel, j'imagine que c'est pas de l'open source. Non. Imaginons un agriculteur qui s'est dit, tiens, je vais développer peut-être ma solution, ou alors j'ai déjà fait appel à une autre solution plus spécifique, mais qui marche bien. Ouais. Est-ce que vous venez en disant, bah, écoutez, on va faire table rase et je vous propose la solution intégrée qui va remplacer tout, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bah, tiens, vous avez déjà ce module-là, vous en êtes content, j'ajoute quelque chose, mais c'est interopérable, ou vous vous dites, bah non, désolé, il va falloir gérer peut-être 2 systèmes simultanément? Alors, dans le meilleur des mondes, tous les systèmes propriétaires seraient ouverts, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on a essayé de faire déjà, c'est que tous les systèmes qui sont ouverts, qui ont une possibilité d'être mixés, puissent être intégrés. Donc nous, on a travaillé sur des API, sur des récupérations de fichiers, etc. Et donc, on interopère ce qui est opérable. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. D'ailleurs, comme on a plein de systèmes de connexion, on peut envisager plein de systèmes qui seraient ajoutés à la plateforme. Quand on a fait ce travail-là, en fait, on était en parallèle de l'émergence de WallisSmart, qui est vraiment le module, on va dire, de la région wallonne. Et en fait, l'ambition du futur, c'est justement que la plupart des outils, dans le cadre de la loi d'interopérabilité au niveau européen, permettent d'avoir des interfaces. Donc nous, on essuie les plâtres en fait de l'interopérabilité, mais l'ambition, c'est vraiment que n'importe quel type de données puisse être ponté. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau type de données, un nouvel OAD, on essaye de l'intégrer dans notre modèle. Et donc, c'est pas du tout un modèle fermé, au contraire. Et on a été même plus loin, c'est-à-dire qu'on a dit, si le système est acheté par un conseiller, l'agriculteur peut en disposer des valorisations gratuitement. Parce que ce sont ces données qui sont valorisées dans la plateforme. Donc, on essaye de favoriser une espèce de vision communautaire de l'utilisation de la donnée. Très bien. Henri, est-ce que ceci est convaincant? Est-ce que vous vous dites, par exemple, que vos données, parce que c'est finalement votre travail qui produit des données, est-ce que vous avez une facilité à vous dire, mais je n'ai aucun souci, est-ce que mes données, qui sont un peu les données de votre ferme, soient partagées au plus grand nombre ou avec des fournisseurs? Ou est-ce que là, vous vous dites quand même, je partage certaines choses, mais je suis pas prêt à tout partager? Je suis pas prêt à tout partager, certainement, oui, mais je partage aussi des choses à mon insu. Mon tracteur enregistre tous mes travaux et c'est stocké chez John Deere aux États-Unis. Mais je peux pas décider autrement si je veux utiliser le GPS du tracteur. Mais voilà, il y a des données qui doivent être confidentielles, surtout tout ce qui est financier. Évidemment, on n'est pas là. Enfin, tout le monde n'a pas envie de partager son compte en banque. Et puis il y a des choses qui si elles peuvent servir à d'autres et à agréger des données pour avoir des choses plus pertinentes, je pense que les agriculteurs sont ouverts à partager ces données-là. Oui. Viviane, ça c'est une question aussi qui vous touche beaucoup. Vous parliez de la question justement du consentement des agriculteurs à cette transparence dans l'utilisation. Est-ce que aujourd'hui pour vous, on disait, il y a certaines données où c'est à votre insu. Est-ce que cette transparence aujourd'hui elle est de mise? Est-ce qu'il y a encore du progrès à faire en la matière? Il y a encore du progrès à faire, mais au niveau juridique, il y a des juristes qui travaillent vraiment sur le sujet et WallisSmart est vraiment un bon exemple. Dans le sens où, avec le CRITS à Namur, donc c'est le centre de recherche au niveau juridique, on est allé vers eux avec des soucis de cet ordre-là sur le consentement des agriculteurs. Et c'était la première fois où ils travaillaient dans le secteur agricole avec des questions liées au secteur agricole, parce qu'avec la multitude de données qui apparaît, toutes les sources de données, c'était vraiment une question importante pour nous de savoir à qui appartiennent les données, qu'est-ce qu'on peut en faire, surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas en faire si elles ne nous appartiennent pas. Et alors, au niveau de WallisSmart, le cœur de l'outil, c'est vraiment, le cœur de la plateforme, c'est le consentement des personnes par rapport à leurs données.
Donc l'agriculteur pourra choisir à qui il accepte de partager ses données. Soit c'est à l'entrepreneur agricole, soit c'est au vétérinaire, soit c'est à l'administration, soit aux chercheurs. Et donc ça c'est vraiment le cœur de la plateforme qui permettra à l'agriculteur, à l'éleveur, de partager les données. Actuellement ça se fait via des conventions papier. Dans le cadre de la recherche, parfois c'est encore des conventions papier ou des fichiers Excel, et c'est très lourd. Au niveau simplification administrative, on n'y est pas du tout. Mais avec la plateforme Wallismart, c'est quelque chose qui devrait vraiment aider au moment où ce sera prêt. Très bien, merci. Philippe, je vais vous demander aussi par rapport aux données, vous avez mentionné donc cette initiative Digi Biocontrol. Beaucoup de données là aussi, je suppose, derrière qui sont nécessaires. À la fois, il y a des défis sur la collecte des données des exploitations, mais aussi des données plus macro, j'ai envie de dire, qui ne sont pas directement. Comment est-ce que vous gérez en fait tout l'aspect données dans le cadre de cette initiative-là? Alors donc, pour bien comprendre, notre initiative, c'est une mise en réseau des gens. Hein. Donc nous ne sommes pas, je dirais, en train de réaliser des choses. On essaye quelque part finalement que voilà, des sociétés comme Rumexpert se mettent en contact avec peut-être une autre société qui développe un produit, un capteur par exemple, et qui puisse intégrer dans son OAD les informations sortant de ce capteur. Mais ce qui nous a paru compliqué, nous, en faisant un peu le tour des opérateurs, avec mon collègue qui est d'ailleurs dans la salle, Jean-Yves Parfait, qui est de Multitel et qui représente un peu la partie IA de notre IS, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de données et qu'on a peu de centralisation actuellement, quoi. Et je crois qu'il y a d'autres pays comme l'Allemagne par exemple qui se débrouillent beaucoup mieux que nous pour essayer d'avoir cette logique de centralisation. Alors je ne sais pas comment ils gèrent d'ailleurs la problématique du consentement, quoi. Mais je trouve il me semble que nous on a encore un gros effort à faire en Wallonie pour essayer de rassembler cet ensemble de données qui ne sont pas uniquement les données qui viendraient des agriculteurs, ça pourrait être aussi d'autres données qui viennent d'autres sources. Bon, on parlait de la météo tout à l'heure, mais enfin, il y a toute une série d'exemples qui peuvent être combinés, quoi, et qui feraient évidemment la force du dispositif, quoi. Et là, on a encore évidemment beaucoup de choses à faire, quoi. Très bien. On va quitter un peu le monde des données, mais on a compris que c'était une question assez sensible. Henri, j'ai envie de vous poser un peu une question peut-être provocante, mais est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression d'être un meilleur agriculteur que les générations d'avant, que vos parents? J'imagine que c'est une ferme familiale. Est-ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui meilleur agriculteur grâce au numérique, ou est-ce que c'est un outil, mais finalement où vous dites ça reste, ça a facilité votre vie, mais sans... Oui, ça facilite, mais je suis pas un meilleur agriculteur comme mon père ne l'a été. Je pense que l'agriculteur, c'est surtout de l'expérience. C'est avoir des cas qui sont tout le temps différents, savoir les résoudre, et une année n'est pas l'autre, et les conditions météo d'une année ne feront pas, tout est différent, et c'est ce qui fait la beauté du métier. Si tout était cartésien, ce serait aussi rébarbatif que de faire de l'informatique. Et heureusement, c'est quand même plus sexy, donc c'est ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est vraiment la diversité, le fait qu'on apprend tous les jours. Les outils vont nous aident à apprendre mieux, à avoir plus de temps libre, à s'améliorer, mais rien ne vaut l'expérience de l'agriculteur. Donc c'est quand même parce qu'on sent que si on pousse à l'extrême un peu tous les raisonnements qu'on vient de donner, on pourrait imaginer ce méga algorithme qui va concentrer énormément de données collectées sur le terrain, mais aussi venant de différentes sources, et du coup se dire mais finalement ce n'est que ce qu'il faut faire aujourd'hui, en ce matin, en se levant, c'est l'algorithme qui va me dire ce que je dois faire. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais peut-être me tourner vers vous, Léonard, est-ce que on peut effectivement avoir ce risque de se dire à un moment donné on remplace, ou en tout cas on se substitue au bon sens peut-être, ou à l'expérience de l'agriculteur? Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce danger? Est-ce que c'est une remarque qu'on vous fait parfois en disant mais finalement je sais mieux que votre logiciel? Je pense pas, parce que je pense que la problématique c'est exactement la même que les IA génératives dans le travail. C'est-à-dire que ça ne marche que si vous avez un professionnel formé avec de l'expérience au bout de la chaîne.
ça ne peut pas fonctionner pour des gens qui n'ont pas d'expérience, pas d'habitude, qui ne comprennent pas les signaux, même s'ils sont vulgarisés, mis en place, etc. Donc je pense que la technologie, c'est un outil. Ça permet d'atteindre ce que je disais tout à l'heure, la multiperformance, qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on leur demande pas que de produire, on leur demande de protéger les paysages, de stocker du carbone, de faire attention à la biodiversité. Et donc, pour faire toutes ces missions en étant finalement de moins en moins nombreux, ils ont besoin d'outils. Mais, comme je disais, il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours des gens au bout de la chaîne, des gens formés avec de l'expérience, parce que sinon ça s'arrête, quoi. Qui communiquent entre eux aussi, qui forment une communauté. Voilà. On n'a pas de remplaçant à la personne qui est l'opérateur final, c'est-à-dire la personne qui voit, qui regarde, qui intègre ses raisonnements et qui agit au niveau des animaux et des cette prise de décision reste quand même complètement. Dans les mains de l'agriculteur. Ouais. Oui, bien sûr. Vous parlez d'outils de la décision, c'est des outils mais qui aident à décider et qui ne prennent pas la décision. C'est vraiment des aides à la décision. Et peut-être que le réchauffement climatique est aussi quelque chose qui va amener le fait que la personnalité de l'agriculteur et sa connaissance sont très importants parce que lui, il peut s'adapter immédiatement, quoi. Tandis que les outils qu'on développe vont peut-être pas s'adapter aussi vite que le réchauffement climatique nous oblige. C'est une magnifique transition vers le dernier thème, puisque c'était aussi la question de savoir si finalement cette transition écologique allait aussi avec de pair avec la transition numérique dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que vous considérez que là, les outils digitaux, on sait que le digital en soi a aussi un impact sur l'environnement, mais est-ce que d'après les exemples ou les premières études qui sont réalisées, et donc je me tourne vers vous, effectivement, est-ce qu'on peut considérer que ça a quand même la capacité à réduire l'empreinte environnementale parce qu'il y a usage du numérique dans l'agriculture? Quel est votre c'est vraiment une question extrêmement complexe, hein, parce qu'on ne mesure pas assez aujourd'hui le coût que représente le stockage des données, les échanges de données, etc. Et donc on voit tout l'intérêt, quoi, mais on ne se prend pas conscience de ce que ça représente à la fois en termes énergétiques et en termes CO2, quoi. Donc et ça, franchement, je pense qu'on est qu'au début. Hein. On est au début de la compréhension de cet élément-là et comment on parlait tout à l'heure que c'est vrai, ce serait extrêmement intéressant et ça l'est que des agriculteurs puissent partager très rapidement. Tiens, regarde, j'ai tel danger tel problème qui apparaît dans mon champ. Toi, tu vas probablement être touché, etc. Tout ça est très bien, mais de la même façon qu'on échange des millions et des milliards de mails tous les jours, qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça signifie derrière en termes énergétiques et CO2, quoi. Donc là, il y a une dimension auquel il faudrait être attentif en même temps, quoi, clairement, quoi. Ouais. Vous partagez le même constat? Oui, il y a tellement de données qui sont stockées sur les serveurs. On se demande vraiment ce que ça va donner finalement. Léonard, c'est une dimension, c'est la dimension durable, on ne l'a pas vraiment évoqué avec vous, mais qui est prise en compte dans le cadre de Rumexpert notamment. Sur Salve, on a déposé donc un prototype qui permet aux agriculteurs de monitorer en temps réel leurs émissions pour la partie élevage. Et en fait, ça leur permet d'avoir des trajectoires relatives de réduction d'empreintes, qui sont aussi, c'est très avantageux, ce sont souvent des trajectoires aussi économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ferme la plus durable est aussi une ferme qui est très rentable, et je pense que Henri ne dira pas le contraire. Plus on se rapproche de l'élément sur lequel on travaille, plus on est en osmose finalement avec la nature, plus on a des fermes qui sont finalement rentables. Donc le modèle qu'on a vécu depuis les années 60 avec des fermes qui poussent finalement à tirer le plus parti de la nature sont des modèles qui arrivent un peu au bout de leurs ressources, notamment parce que le climat change. Ce qui est intéressant quand même, et nous on s'en rend compte parce qu'on a aussi des prises de sang qui sont intégrées dans le logiciel, on se rend compte que quand même les productions fourragères produisent des résultats qui sont différents aujourd'hui à cause du changement climatique, c'est-à-dire les acides aminés disponibles pour les animaux sont différents. Et donc l'agriculteur va être moi je dis souvent l'astronaute du changement climatique, ça va être le premier exposé et donc le premier à amener des solutions pour le reste de la population. Donc je pense qu'on a intérêt à s'occuper vraiment de l'agriculture précisément parce qu'ils vont être les premiers à nous donner des solutions. Ce qui est aussi sympa dans cette approche, c'est que les pays émergents en agriculture, notamment les pays du Sud, vont être également des pays qui vont nous apporter des solutions. Et donc on va aussi assister probablement culturellement à un petit renversement des équilibres,
avec de l'apport vraiment intense des gens qui ont vécu des situations avec des climats très changeants, très secs, etc. etc. Donc, pour moi, le futur est hyper excitant sur ces aspects-là. Ben voilà, en tout cas, une fameuse pression sur les épaules des agriculteurs. Henri, donc cette capacité, je veux dire, à résister ou en tout cas à lutter contre le changement climatique, est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez un acteur de premier plan grâce au digital ? Oui, pas que grâce au digital, mais on pense aussi que la parcelle, c'est là que commence un monde durable. Donc, on a intérêt à en prendre soin et je trouve que c'est chouette d'être les pionniers, d'être les Louis Armstrong, pas Louis mais Neil, pour montrer après à la reste de la population ce qu'on peut faire, et puis il faut que ça suive quoi, et avec le monde académique, avec la recherche, tout ça, il y a vraiment il y a un optimisme, je trouve, là, de se dire il y a quelque chose à faire. Enfin, il faut pas être trop négatif par rapport au changement climatique, c'est sûr qu'il aura lieu, mais on peut l'atténuer, et les agriculteurs sont un des principaux acteurs, en tout cas au début. Alors, j'ai quand même envie de vous poser une autre question, parce que là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a énormément d'outils, il y a du gros potentiel, on est finalement assez positif, mais vous qui avez quand même une expérience dans l'intégration des outils numériques, est-ce qu'on peut dire que c'est facile? Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce qu'il y a quand même pas aussi des barrières pour les agriculteurs qui se disent, j'ai un modèle encore, peut-être pas ancestral, mais en tout cas pas suffisamment moderne, ou qui va dans une voie où on sent qu'on doit faire un basculement. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des embûches? Est-ce que vous avez connu des problèmes pour à surmonter justement, et comment? Moi, je trouve que les outils sont souvent encore mal adaptés au monde agricole, parce qu'il y a un gros écart entre l'agriculteur et le développeur, et que plus la boîte est grosse, plus les développeurs préfèrent rester dans leur bureau en ville que de descendre sur le terrain. Et que des petits acteurs qui vont être plus dynamiques, qui vont être plus proches du terrain, vont réussir à faire des outils finalement beaucoup plus utiles pour l'agriculteur. Et donc on est à un moment où il existe des outils développés par des grosses boîtes qui sont utilisés parce qu'on est obligé de les utiliser. Et puis il démarre plein de startups, parfois d'une personne qui va développer quelque chose avec un deuxième qui sera développeur ou quoi, et qui peuvent très bien bouleverser la vie des agriculteurs. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'envie et d'écoute du terrain, quoi. Et donc, on parlait de taille, avec les grosses boîtes, mais pareil dans les fermes, est-ce qu'on peut considérer que une ferme, même si maintenant on a tendance à dire qu'elles ont toutes une taille, mais à côté il y a des fermes où on peut dire que ça se rapproche du modèle industriel, et puis il y a quand même encore le modèle familial qui résiste. Est-ce que pour les petites fermes aussi ça peut valoir le coup? J'aimerais bien qu'on aborde la question peut-être pour terminer un peu économique, même si c'est pas le but de partager, comme vous l'avez dit, votre compte en banque. Non, en tout cas de savoir s'il y a une rentabilité derrière des investissements. Est-ce que vous pouvez assez rapidement voir un retour sur investissement? Non, bien sûr, parce que de toute façon, grosse ou petite ferme, ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge qui est dégagée. Donc, le numérique, s'il permet d'augmenter le coût l'augmenter son prix de vente de son animal, ou de diminuer ses charges en alimentation ou en maladie, la marge est augmentée. Donc, petit ou grand, on a tous à y gagner, quoi. Très bien. Parler de diminuer peut-être les coûts aussi. On peut imaginer qu'avec un logiciel tel que le vôtre, les agriculteurs font moins appel souvent à leur vétérinaire. Ça ne doit pas faire plaisir aux vétérinaires, ça? Je pense que c'est le métier qui change surtout. Le vétérinaire d'hier, c'est un vétérinaire qui soignait quand il était appelé pour un animal malade. Le vétérinaire de demain, c'est quelqu'un qui passera du temps avec des outils pour empêcher que les animaux tombent malades. Et moi, je me suis inscrit dans ce contexte il y a déjà une dizaine d'années. C'est pas encore la règle, donc on est encore très très loin. Mais je pense que comme les agronomes du passé planifiaient des traitements sur des maladies installées, les agronomes d'aujourd'hui tentent d'empêcher que les maladies surviennent, ou en tous les cas restent à des niveaux qui sont gérables pour la biodiversité, pour la santé des plantes. Donc je pense que c'est notre métier qui va changer, et on le voit aussi, pas simplement dans le secteur agricole, mais dans le secteur des animaux de compagnie, par exemple, vous avez de plus en plus de capteurs qui viennent anticiper certains problèmes chez les animaux, pour justement que le vétérinaire soit plus un outil de prévention qu'un outil curatif. Voilà. Mais c'est l'évolution qu'on voit en santé publique, c'est l'évolution qu'on verra aussi en santé animale. Voilà. C'est vrai qu'on a le même problème pour les sociétés qui vendent des pesticides.
qui n'ont pas vraiment beaucoup intérêt à ce qu'on diminue les quantités à vendre. Et donc, quand on interroge ces sociétés-là, on se rend compte qu'ils ne sont pas nécessairement dans le trip de multiplier les outils qui permettraient à l'agriculteur de diminuer l'utilisation des pesticides. C'est deux mondes différents, quoi, pour le moment. Alors peut-être qu'à terme, il faudra bien qu'ils acceptent de se rencontrer, parce que si jamais ces outils sont opérationnels et intéressants, forcément, on diminuera l'utilisation des pesticides en face, quoi. Et donc, il y aura une rentabilité qui sera différente, quoi. Mais là aussi, il y a un peu cette même logique. C'est pas nécessairement ceux qui sont les fournisseurs aujourd'hui du service qui sont intéressés par la fourniture du numérique en parallèle, quoi. Viviane, selon vous, les grands défis ou les perspectives futures de l'agriculture du point de vue du numérique, on est face à quoi? Qu'est-ce que vous voyez actuellement comme plus grand défi? On en a parlé, c'est vraiment que les outils puissent se parler entre eux et ces échanges de consentement également. Parce qu'on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais au niveau du juridique, le travail qui est fait derrière est vraiment immense. Et c'est le fait que des outils qui fonctionnent bien, qui sont bien validés, qui correspondent à ce qui se fait sur le terrain, que ces outils soient acceptés donc par les agriculteurs, et surtout que les agriculteurs aient confiance dans les outils sur ce qu'ils donnent comme résultat, mais sur la transparence par rapport à l'échange des données, et que les données ne se retrouvent pas aux États-Unis ou ailleurs. Donc, à partir du moment, le jour où l'agriculteur aura confiance, je crois que c'est ça le plus grand défi, c'est que tout fonctionne bien et qu'il ait confiance et qu'il l'utilise. Et être là, parce que on a tout. Maintenant, il faut peaufiner, les modèles et les outils, mais c'est l'utilisateur. L'utilisateur qui l'utilise avec d'autres, avec ses entrepreneurs agricoles, vétérinaires, et que tout l'écosystème l'utilise en confiance. Et actuellement, je trouve aussi il y a un problème de temporalité qu'on ne maîtrise pas souvent dans le domaine du numérique par rapport à celle de l'agriculteur. L'agriculteur, alors dans l'élevage, c'est peut-être un peu différent, mais dans je dirais la culture, on fait une expérience une année et on doit attendre l'année suivante pour voir si. Donc, quand on veut avoir confiance dans un outil, il faudra quelques années avant qu'on acquiert cette confiance, alors que le numérique aujourd'hui, qui développe des outils dans d'autres secteurs, en quelques mois, il peut avoir fait plusieurs tests avec son utilisateur et arriver à le convaincre, quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose. Donc il y a ce danger, à la limite, d'investir dans un outil et on se dit, on aimerait bien que ce soit pour plusieurs saisons, et puis finalement, la saison d'après, on propose quelque chose de neuf, ou c'est déjà, vous avez le sentiment un peu, ou comment gérer justement cette temporalité différente entre le numérique où tout se bascule, on sait bien en quelques semaines, parfois quelques mois, j'allais dire, ou quelques semaines, on peut avoir des nouvelles innovations, et la temporalité de l'agriculteur ou de l'agricultrice qui est beaucoup plus long. Ah, c'est pour moi. Ah oui, choisissez. En tant qu'agriculteur, on a l'habitude d'être en long, parce que quand on va mettre un engrais de fond ou quoi, on ne sait pas si ça a bien marché parce que les conditions météo étaient bonnes cette année, ou si c'était autre chose. Enfin, donc, on peut jamais, il n'y a aucune science exacte dans l'agriculture. Dans l'informatique, c'est sûr que les boîtes, elles ont besoin de rapidement soit améliorer leur modèle ou d'avoir des résultats concrets, mais on peut jamais garantir que c'est vraiment ça. Donc, ça dépend où on se place, quoi. L'agriculteur a l'habitude du temps long, l'informaticien, il a l'habitude du c'est oui ou c'est non, et ça avance, quoi. Très bien. Mais je propose que ce soit sur ce paradoxe que l'on clôture ici.